me présente très rapidement à vous. Donc, je m'appelle Grégory Munier, je suis le fondateur de Axon & Partners, qui est une agence de communication, et puis fondateur également de l'agence Flèche, qui est une agence de référencement web. Et je suis également docteur en marketing et docteur en psychologie. Alors, très souvent, quand je dis que je suis docteur en marketing et en psychologie, on me dit pourquoi pourquoi un psychologue viendrait, qu'est-ce qu'un psychologue viendrait faire en marketing. Il y a une raison particulière. Moi, je suis un grand fan, je suis vraiment passionné des comportements de consommation. Et la recherche en psycho m'a permis d'aller au plus loin, comprendre mieux pourquoi on achète une marque plutôt qu'une autre, pourquoi on la défend ou on va alors la recommander sur les réseaux sociaux, pourquoi on a confiance, pourquoi on est fidèle. Finalement, toutes ces relations qu'on pourrait avoir entre deux êtres humains, on peut la retrouver aussi, il y a une certaine analogie, à moindre mesure, mais il y a une certaine analogie avec la relation marque, et c'est un petit peu ce qui m'a animé dans tous mes travaux de recherche. Et d'ailleurs, tous mes travaux de recherche sont toujours basés sur cette notion-là, d'abord réfléchir à la relation humaine, et ensuite voir un petit peu comment on peut la transposer sur les relations marketing. Et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler, Alexandre parlait tout à l'heure de place de l'humain, on va parler d'humain. On va parler de cœur, on va parler d'émotion. C'est un petit peu ce qui nous caractérise, nous, êtres humains, quand même. Ce qui nous différencie, c'est que tout à l'heure, on a une super table ronde sur l'IA. C'est encore ce qui nous différencie un petit peu de l'IA, c'est cette empathie, finalement, cette capacité à projeter nos émotions en dehors de simplement l'être humain. Notre capacité à avoir des émotions pour des objets, pour un doudou, pour une voiture, pour nos métiers, et évidemment pour les marques. Et c'est là aussi où c'est très important. C'est vrai qu'on a tendance à oublier un petit peu ça, mais pourtant c'est un élément crucial en marketing. Si on est des êtres humains qui ne sont pas doués d'empathie, malheureusement on ne peut pas créer de connexion affective et donc on ne peut pas générer de relations et de comportements avec certaines marques. Donc ça c'est vraiment une notion importante, c'est cette notion d'empathie, et on va parler un petit peu ensemble autour de cette question, finalement, comment l'expérience client peut renforcer la connexion entre la marque et le consommateur. Alors, pour parler de cette relation marque-consommateur, je vais revenir sur une étude que j'ai réalisée il y a quelques années. Une étude dans laquelle je me suis posé cette question, je me suis dit, ok, finalement, d'où viennent nos comportements de consommation? Où sont régis nos comportements? Donc, je suis revenu, alors j'ai que 25 minutes et le temps tourne assez vite, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de notre cerveau, mais de manière un peu plus simpliste, on peut se dire qu'on a deux routes. Une route cognitive qui est plutôt l'évaluation de la marque, l'attitude positive qu'on a envers la marque, la confiance en la marque ou la crédibilité de la marque. Et puis une route plutôt affective qui est plutôt notre connexion affective, le lien, l'attachement qu'on a envers la marque. Et ma question était, ok, d'où viennent nos comportements de consommation? Est-ce que nos comportements sont plutôt régis par la route affective ou par la route cognitive? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur ces comportements-là. Je n'ai pas travaillé uniquement sur l'achat. Pour moi, il y a des douzaines, une quinzaine de comportements de consommation différentes. Et l'objectif, c'était de pouvoir, dans un premier temps, avant même cette étude, pouvoir évaluer un petit peu l'investissement, le temps, l'engagement qu'on donne à certains comportements de consommation. Donc on a une première étude ici qui permet de dissocier des comportements au regard de l'engagement qu'on va générer pour eux, avec des comportements qui ont été considérés par les consommateurs comme faiblement coûteux, c'est-à-dire acheter le produit et puis offrir le produit, des comportements plutôt modérément coûteux, comme recommander le produit, défendre la marque, reporter un achat plutôt que d'acheter la concurrence, acheter des produits dérivés ou encore dénigrer les concurrents. Et puis derrière, on a encore des comportements qui ont été considérés dans cette étude comme fortement coûteux, c'est-à-dire demandant beaucoup d'engagement, beaucoup d'investissement de la part des consommateurs en temps, en énergie, en argent. Et là, on va retrouver des comportements comme être prêt à payer plus cher que pour un concurrent, réacheter, être fidèle à la marque ou encore se déplacer à un événement de la marque. Et donc, on a nos comportements, on a cette fameuse sphère affective et sphère cognitive, et l'objectif de l'étude, c'était de vérifier un petit peu les effets de l'un et l'autre. Et on se rend compte, d'abord, que pour les comportements faiblement coûteux, donc acheter le produit ou offrir le produit, on a tout autant d'impact de la route cognitive et de la route affective. Autrement dit, l'évaluation positive d'une marque, la confiance, la crédibilité a tout autant d'impact que l'attachement à la marque pour générer des comportements qui sont l'achat ou offrir le produit. A l'inverse, dès lors qu'on a généré des comportements modérément ou fortement coûteux, on se rend compte ici que c'est bien la route affective qui prévaut sur la route cognitive, voire même la route cognitive n'a aucun impact. Tout simplement, ici, on voit bien que travailler sur la satisfaction client, la satisfaction d'un produit ou d'un service, travailler sur la notoriété, la crédibilité, la qualité n'aura pas d'impact au-delà de comportements faiblement coûteux. A l'inverse, il faut pouvoir travailler sur cette connexion affective, cet attachement à la marque, parce qu'elle pourra générer des comportements beaucoup plus intenses
et beaucoup plus coûteux en termes d'engagement, encore une fois, en termes d'investissement, d'énergie, d'argent, de temps. Donc la question qu'on peut se poser finalement, c'est comment on peut développer cet attachement à la marque. Encore une fois, si vous êtes satisfait, et je vais encore faire l'analogie un petit peu avec l'être humain, si on est satisfait de quelqu'un, c'est très bien, mais par contre, on ne sera pas amoureux. Par contre, si vous êtes connecté à quelqu'un, alors là, on peut créer des notions d'attachement. Et donc, cette notion d'attachement, elle va être travaillée d'abord sur cette notion de connexion. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, le meilleur des produits ne suffit plus, hein, il faut un lien, une histoire, de l'émotion. Et on va travailler sur ces trois valeurs-là, ces trois valeurs clés, ces trois mots-clés-là, parce que pour moi, c'est les trois piliers de l'attachement à la marque aujourd'hui. À commencer par le lien. Je vous présente Russell Belk. Russell Belk, c'est un chercheur en psychologie que j'aime tout particulièrement. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle l'Extended Self, l'extension de soi, et dans cet ouvrage, il nous dit « Nous sommes ce que nous avons ». Autrement dit, les biens, les services, les marques sont porteuses de signification symbolique, et donc dès lors qu'on va, sont porteuses de valeur plutôt, et donc dès lors qu'on va consommer, utiliser, posséder, acheter, porter ce bien, cette marque, ce service, on va à la fois construire notre identité autour de ces valeurs, mais aussi exprimer aux autres qui on est. Et je prends toujours l'exemple de quelqu'un qui arrive devant vous. S'il arrive devant vous, vous ne le connaissez pas du tout, c'est la première fois que vous le voyez. S'il arrive en Fiat 500 ou s'il arrive en Maserati, je ne suis pas sûr que vous ayez la même perception de cette personne-là. Tout simplement parce que la marque qu'on possède, va exprimer une partie de notre identité. À ce niveau, c'est très important pour une marque, aujourd'hui pour une entreprise, de pouvoir valoriser son image de marque autour des valeurs qui correspondent à votre cible. Et en particulier parce que les cibles vont être attirées par les marques qui représentent qui ils sont ou qui ils aimeraient être. C'est ce qu'on appelle la self-brand connection. La self-brand connection, c'est tout simplement la connexion entre la marque et le consommateur, la connexion entre l'identité de la marque et l'identité du consommateur, l'identité de votre cible. Cette notion-là, en France, on n'a pas vraiment d'équivalent. Je trouve ça bien dommage. Je trouve que c'est une notion vraiment ultra pertinente, ultra puissante pour parler de connexion affective, de connexion à la marque. C'est vraiment la connexion entre l'identité de l'individu et l'identité du consommateur. Et à ce niveau, donc, ce que j'ai créé, on ne consomme plus à des fins utilitaires, mais on consomme bien à des fins symboliques, c'est-à-dire autour des valeurs de votre marque. Et c'est là où l'expérience client elle a un rôle très important, parce que c'est grâce à cette expérience client que vous allez pouvoir créer de la self-brand connection. Cette self-brand connection-là, elle dépend d'abord de l'expérience client, puisque c'est au moment clé, au moment de l'expérience client, que votre consommateur, que votre cible sera au plus à même d'être ouvert pour entendre vos valeurs. C'est également à ce moment-là que la personnalisation de l'expérience elle a un rôle. Puisque plus vous allez personnaliser votre expérience client, plus vous allez pouvoir identifier, comprendre les besoins et les attentes de votre cible pour mieux personnaliser le message et créer une relation qui soit encore plus unique, renforçant ainsi la connexion affective avec votre marque. Merci HubSpot. Il y en a dans la salle. Et puis, ce dernier point aussi, il est très important, c'est au moment clé de l'expérience que vous avez créé une certaine authenticité. Et cette authenticité-là, elle est importante. L'authenticité de l'expérience, puisqu'elle va créer cette première relation. À ce niveau, je vais un petit peu casser des mythes. Je ne suis pas du tout un adepte du coup de foudre. Enfin, concrètement, je ne crois pas au coup de foudre. Et en particulier en marketing. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour qu'il y ait un coup de foudre, pour qu'on soit amoureux, finalement, il faut qu'on puisse vivre une expérience. Il faut qu'on partage une certaine identité, il faut qu'on partage des valeurs, il faut qu'on puisse générer de l'affect, des émotions. En tout cas, il faut qu'on vive quelque chose. Et cette notion de coup de foudre, pour moi, en marketing, elle n'existe pas et il est essentiel de pouvoir passer par l'expérience client pour pouvoir créer de l'affect et créer de l'émotion. Si je reprends quelques chiffres clés sur l'expérience client en 2024, quelques éléments, et ça vient encore un petit peu confirmer cette notion affective et cette sphère affective. Si je reprends ici, 73% des consommateurs estiment que l'expérience client joue un rôle dans leur décision d'achat. 89% des consommateurs sont prêts à payer plus cher pour une marque dès lors qu'elle a vécu une expérience d'achat ou une expérience client. Et puis, on a 7 fois moins de churn dès lors qu'on génère de l'expérience client. Le churn, l'inverse de la fidélité, vous le savez. Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est que ces comportements qui dépendent de l'expérience client, on voit bien un effet indirect lié à l'attachement à la marque, c'est-à-dire que l'expérience va jouer sur la sphère affective et cette sphère affective va jouer sur les comportements modérément et fortement coûteux. Alors, on n'est pas ici sur cette satisfaction client, sur cette sphère cognitive, mais on est bien uniquement sur la sphère affective et sur l'engagement que va générer les comportements.
À ce niveau, du coup, on revient un petit peu sur cette phrase clé. Le meilleur des produits ne suffit plus. Il faut un lien, il faut une histoire et il faut des émotions. Il faut pouvoir générer des émotions. Et donc, je vais parler un petit peu d'émotions et notamment de comment fonctionnent les émotions dans les relations clients et dans l'expérience client. Alors, je ne sais pas si vous êtes capable de définir une émotion. C'est toujours très difficile. C'est-à-dire qu'on ressent les choses, on est capable de se dire « oui, je sais ce qu'est une émotion ». Mais est-ce qu'on arrive à le définir? C'est toujours très très difficile, notamment parce que c'est très reptilien, hein, c'est très primitif, c'est à l'intérieur de nous et c'est très très difficile de pouvoir en créer une définition. Donc j'ai repris une définition un petit peu plus standard de l'émotion. Une émotion, c'est une réaction affective d'une plus ou moins grande intensité qui est provoquée par un événement déclencheur. La particularité des émotions, c'est qu'elle permet de mobiliser des réactions. Et ces réactions, elles sont de différents ordres. Dans un premier temps, elles vont être d'ordre physiologique. Ça peut être votre rythme cardiaque, ça va être votre sudation, la respiration, différents éléments qui vont être plutôt d'ordre physiologique. À côté de cet élément-là, un élément très important, vous avez des réactions motrices, des comportements, ces fameux comportements. Et ce qui est très intéressant pour regarder un petit peu les comportements, c'est qu'on peut voir que ces comportements peuvent agir même avant même vos réactions cognitives, c'est-à-dire avant même l'interprétation que vous avez de vos comportements. Je vous donne un exemple. Allez, imaginons qu'un ours vous court après. Vous allez avoir peur, et vous allez avoir peur, vous allez fuir, vous allez courir. Okay, c'est peut-être même pas le bon comportement, mais la plupart des gens vont fuir. Okay, donc vous avez bien votre corps qui va générer un comportement, la fuite. Vous allez vous faire pipi dessus. Pourquoi pas? Ça permet d'alléger le corps et donc de courir plus vite. C'est QFD. Pourquoi pas? Vous allez crier pour faire fuir la menace. Puis vous allez avoir ce qu'on appelle de l'apnée thérapeutique, qui est tout simplement, vous allez tomber dans les pommes en vous disant « Ok, si je suis inconscient, l'ours il peut faire ce qu'il veut, j'aurai pas mal, tout va bien. » Donc vous allez avoir des réactions, et ces réactions motrices, on se rend compte qu'elles sont avant même les réactions cognitives, avant même l'interprétation de la menace. Imaginez-vous, dans cette salle, vous avez d'un coup 100 personnes qui se lèvent, qui courent et qui crient. Qu'est-ce que vous faites? On court et on crie, on est d'accord. Et c'est en courant, vous allez vous dire « Waouh, pourquoi je crie ? Pourquoi je cours, pardon. » Et donc, vous avez bien cette réaction comportementale qui va se passer un petit peu avant votre réaction cognitive. De même, si vous êtes au cinéma, vous avez des gens qui crient dans la salle dès qu'on a une scène qui nous fait peur ou quoi que ce soit. Hein, je vous rappelle, le cri, c'est pour faire fuir la menace, donc vous aurez difficilement la possibilité de faire fuir l'écran de votre cinéma. Mais là, on voit bien que, tout simplement, avant qu'on ait une interprétation de la menace, notre corps va générer des choses. Pourquoi? Tout simplement parce que votre émotion va sécréter des hormones. Ces hormones, on va les retrouver un petit peu dans différents endroits de votre cerveau. Système limbique, complexe hypothalamo-hypophysaire, le complexe aussi amygdalien. Bref, on a des zones dans notre cerveau qui sont très importantes parce qu'elles sécrètent des émotions. Et c'est ces émotions qui vont passer outre la conscience et qui vont permettre de générer un comportement avant même qu'on ait une réaction, un raisonnement sur ce comportement-là. Vous voyez un petit peu où je veux en venir. Ces zones-là, je vous donne deux exemples. Je vais prendre l'exemple de la joie. La joie, elle sécrète de la sérotonine. La sérotonine, ça vous permet de renforcer vos muscles faciaux, d'avoir un grand sourire, les grands yeux, et donc de transmettre la joie aux autres. C'est une émotion sociale. À côté, vous avez la cortisol. La cortisol, elle vient ronger vos neurones, ce qui vous permet d'être un petit peu plus bête, d'oublier pourquoi vous êtes en colère, et ça va beaucoup mieux. Voire même, des fois, on est tellement bête qu'on fait des bêtises, n'est-ce pas, Zinedine? Donc on est vraiment sur cette notion-là où on va générer de la réaction motrice, et je vais générer de la réaction motrice avant même la réaction cognitive, c'est-à-dire avant même l'interprétation de cette réaction, l'interprétation de ces corrections. À côté de ça, vous avez également des traces mnésiques, c'est-à-dire que votre émotion, elle va générer une trace mnésique, une mémorisation de l'événement en mémoire. Pour certains d'entre vous, vous savez toujours où est-ce que vous étiez quand vous avez appris, par exemple, l'attentat du World Trade Center. Hein, tout à fait. Tout simplement parce que vous avez pu corréler cette situation avec l'émotion que vous avez vécue. Et donc l'émotion va générer cette trace mnésique et elle est assez double. C'est ça qui est intéressant, c'est que l'émotion va générer la trace mnésique qui va vous permettre à chaque fois que vous revivez cette émotion de repenser à la situation évoquée. Et en même temps, dès lors que vous allez repenser à la situation évoquée, vous allez ressentir à nouveau cette émotion. Et là, c'est intéressant, notamment pour une marque, de pouvoir réfléchir finalement à quelle émotion on veut générer, parce qu'on sait que dès lors qu'on arrive à générer une émotion dans une expérience particulière, au travers d'une certaine marque, dès lors que la personne va ressentir à nouveau cette émotion, votre marque va remonter en saillance à l'esprit, va remonter en mémorisation.
Et à côté de ça, on a également des connexions affectives, c'est un petit peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'émotion va créer une émotion affective, va créer de l'attachement à la marque, ce qui va permettre de générer un lien fort, un lien durable. D'où l'importance aujourd'hui des émotions et d'où l'importance du marketing émotionnel aujourd'hui, notamment en expérience client, puisque tout le marketing émotionnel a pour objectif de créer des comportements et des comportements engageants. C'est clairement ce qu'on se dit en marketing. Tiens, finalement, les émotions, c'est intéressant. Vous arrivez à provoquer des émotions, vous arrivez à provoquer des comportements, vous arrivez à générer de l'attachement, vous arrivez à générer ou à renforcer la mémorisation. Donc on est vraiment dans une notion très importante et dans une réflexion qui est comment on peut générer de l'émotion en expérience client. Alors l'expérience client au service des émotions, on va retrouver 3 éléments clés, c'est un petit peu ce qu'on a dit. L'émotion aujourd'hui, elle renforce du coup toute cette connexion affective, elle facilite également la mémorisation et elle permet, là encore, de renforcer tout l'engagement du consommateur et les comportements d'achat. Quelques exemples clés, quelques valeurs clés du marketing émotionnel dans l'expérience client. Dès lors qu'on vit des émotions dans l'expérience client, on est 9 fois plus à même d'acheter le produit de manière impulsive, on est plus enclin à payer le produit plus cher que pour la concurrence. On a 71% d'augmentation des recommandations. Là encore, un comportement finalement modérément ou fortement coûteux, en temps, en énergie, en investissement. On a 7 fois moins de churn, là encore, et c'est marrant, parce que ça vient corréler avec les valeurs, ou en tout cas les différentes datas qu'on avait sur l'expérience tout à l'heure. Et puis un autre élément, c'est qu'on a un phénomène de réachat, de fidélité, de réachat, qui est très intéressant, et en particulier parce que ce réachat vous permet à nouveau de revivre l'émotion. Et donc, on est toujours dans cette recherche de l'émotion qu'on a vécue, on va entraîner un petit peu cette fidélité-là. La question derrière, c'est finalement, c'est quoi les émotions? Comment on peut générer des émotions? En tout cas, quelles sont les émotions à générer? On a des premiers travaux de recherche sur le marketing, enfin pas sur le marketing, mais plutôt sur la psycho, des émotions, notamment les travaux de Paul Ekman, qui datent des années 60, qui traçaient, alors j'aime beaucoup Paul Ekman, mais bref, on est sur des travaux qui sont assez anciens, il retraçait environ 6 émotions différentes, donc la joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise et le dégoût. Aujourd'hui, on est sur des modèles qui sont beaucoup plus puissants, notamment parce que les neurosciences et la technologie a évolué, donc on est capable de distinguer beaucoup plus d'émotions. Alors juste pour reprendre un petit peu les émotions, aujourd'hui les derniers modèles, donc le modèle de Cohen et Keltner notamment, regroupent 27 émotions différentes. 10 émotions négatives, la colère, l'anxiété, le malaise, l'ennui, la confusion, le dégoût, la douleur empathique, la peur, l'horreur et la tristesse, et puis 17 émotions positives, allez, je me lance, l'admiration, l'adoration, la joie, la nostalgie, le soulagement, l'amusement, l'émerveillement, la sérénité, l'envie, l'appréciation esthétique, l'étonnement, le désir, l'amour, l'excitation, la satisfaction, l'intérêt et la surprise. Okay, on a des émotions, 27 émotions, qui sont bien coupées entre deux typologies d'émotions, les émotions positives et les émotions négatives. Et ça, c'est très important, notamment pour une théorie qui date un petit peu, qui date des années 70, mais qui est toujours d'actualité, qui est la théorie des perspectives de Daniel Kahneman et Amos Tversky. Faut savoir que pour cette théorie-là, ils ont eu le prix Nobel de l'économie en 2001, non pas en marketing, non pas en psycho, on est bien en économie, c'est-à-dire que cette théorie, elle régit beaucoup de sciences, beaucoup de cultures différentes, en particulier l'économie et en particulier la bourse, la finance. Que nous disent Kahneman et Tversky? Ils nous disent que notre cerveau est rationnel et qu'il oriente ses comportements au regard de la perspective du message. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout simplement, si vous orientez votre expérience client, vous orientez votre message de manière positive, vous allez créer des émotions positives et donc vous allez générer ou orienter des comportements, un renforcement de comportement en faveur de ce que vous voulez. À l'inverse, si vous créez une expérience négative, vous allez générer des émotions négatives et donc vous allez créer une aversion au comportement et donc une réduction de votre comportement. Et ça me fait beaucoup rire, je suis venu tout à l'heure en voiture et il y avait un panneau d'affichage qui marquait, donc c'était une banque. Vous avez certainement vu plusieurs fois ces panneaux d'affichage, c'était écrit « Nous ne sommes pas des mythos, venez chez nous ». Okay, nous ne sommes pas des mythos, vous créez une aversion, vous créez une orientation négative du message et donc une réduction de votre comportement. Ça ne fonctionnera pas très bien. Okay, et pourtant, cette théorie-là, c'est comme une base du marketing, mais c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'oublier. Allez, on va voir si vous suivez un petit peu. Si je vous demande aujourd'hui de créer un spot publicitaire pour une campagne de sensibilisation, j'aimerais que vous recommandez, ou en tout cas vous influencez les femmes à aller se faire tester pour un cancer du sein. À main levée, comme ça, qui décide de créer un message avec des émotions positives? Ok. Qui, à main levée, décide de créer des émotions négatives? Ok. On est d'accord, c'est bien des émotions positives.
positive, parce que votre objectif, c'est de renforcer un comportement ici. Vous voulez pousser les femmes à aller se faire tester. Okay, donc votre message sera beaucoup plus intéressant comme ça. Faites-vous dépister et vous vivrez une belle vie plutôt que faites-vous dépister, sinon vous allez mourir. Okay, on vient clairement orienter un message clair. Vous souhaitez renforcer un comportement et donc vous jouez sur de l'émotion positive. Théorie des perspectives. Donc, dès lors que vous travaillez sur l'expérience et dès lors que vous voulez intégrer de l'émotion, intégrer de l'humain et créer de la connexion affective, pensez bien à ces questions-là. Quel est le cadrage de mon message? Est-ce qu'il est positif ou négatif? Théorie des perspectives. Ensuite, quelles sont les émotions que j'ai envie de transmettre dans mon expérience? Très important, vous avez ces 17 émotions positives et ces 10 émotions négatives. Et enfin, comment les transmettre, mes émotions? C'est-à-dire quels sont les codes émotionnels que je veux intégrer dans mon expérience pour pouvoir transmettre ces émotions-là. Et c'est là où l'humain a une place très importante. C'est bien parce que vous êtes humain et c'est bien parce que votre expérience doit se tourner autour de l'humain que vous allez pouvoir créer des codes émotionnels, créer des signes émotionnels et faire en sorte que les personnes vivent bien ces expériences-là. Donc je rajoute ce mot-clé-là finalement à ces 3 piliers. Le meilleur des produits ne suffit plus, il faut un lien, une histoire de l'émotion, il faut de l'humain, clairement de l'humain. À ce niveau, tiens, je vous donne un petit exemple, ça me fait penser à ça. Je vous raconte un petit exemple. J'ai écrit un post il n'y a pas longtemps sur LinkedIn où je parle d'une nouvelle théorie en neurosciences qui pour moi pourrait révolutionner le market. Okay, j'ai eu 3 likes, 1 commentaire de Tom. Merci Tom. Ensuite, j'ai fait un post l'année dernière pour un bracelet qu'on m'a offert, que ma fille m'a offert de 6 ans pour la fête des pères. D'une beauté très subjective en soi. J'ai eu plus de 1000 likes et j'ai eu plus d'une centaine de commentaires, dont Tom. Merci Tom. On peut se poser cette question. En venant intégrer de l'humanité, j'ai pas travaillé sur ma sphère cognitive, j'ai pas apporté de la crédibilité perçue, de l'expertise perçue à mon message, j'ai simplement généré des traits humains, j'ai généré du code émotionnel et donc travaillé sur la sphère affective. Ce qui a créé quoi? Des likes, des commentaires, des partages, de l'engagement. En fait, les personnes qui ont liké et commenté sont tout simplement engagées envers moi juste sur cette notion affective. Gardez bien ça en tête, l'humain a vraiment une place encore très importante et c'est là où l'IA a un rôle. Je sais qu'il y a une belle table ronde tout à l'heure sur l'IA et du coup, ce qui est intéressant avec l'IA, et c'est peut-être ce qui nous différencie encore avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que l'humain, la complexité du cerveau humain fait qu'aujourd'hui, cette empathie-là, l'IA, elle n'est pas encore capable d'aller là-dedans. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas ressentir. Par contre, elle peut transmettre. Elle peut transmettre des émotions. Notamment, elle peut emprunter des traits humains. Elle peut générer un contenu qui est beaucoup plus authentique. Et elle peut emprunter des codes émotionnels, des signes émotionnels, en particulier parce que c'est d'abord issu de la data du deep learning finalement de l'IA, c'est-à-dire qu'elle a récolté cette donnée-là, elle est capable de la retranscrire. Et donc c'est à vous, humains, de pouvoir piloter l'intelligence artificielle dans l'expérience client pour pouvoir aller utiliser des codes émotionnels et pouvoir faire en sorte que l'expérience soit plus personnalisée et plus humaine, tout simplement. Donc, à l'heure, finalement, pour conclure un petit peu cette présentation, à l'heure où on parle beaucoup plus de H2H, de H2H, plutôt que de B2C ou de B2B, j'ai envie de dire que la flamme, elle s'entretient. Comme dans un couple, hein, là encore, je vais faire l'analogie, mais si vous voulez que votre couple dure, il faut que cette flamme, elle s'entretienne, et donc, pour qu'elle s'entretienne, il faut travailler votre expérience, il faut travailler tous ces moments intenses que vous pouvez faire vivre à votre amoureux, amoureuse, mais aussi à vos clients. Okay, et ce qui est très drôle, c'est qu'il y a une théorie pareille qui date de 1998 qu'on a laissé totalement de côté, qui s'appelle quand même l'économie de l'expérience de Pine et Gilmore. Et ben, je trouve qu'au contraire, cette théorie-là, elle est très juste aujourd'hui, en particulier dans cette transformation digitale, en particulier dans cette nouvelle expérience client et dans cette personnalisation de l'expérience client, tout simplement parce que Pine et Gilmore, ils nous disent une expérience cliente réussie aujourd'hui, c'est une expérience qui est à la fois unique. On l'a vu, hein, cette personnalisation du message, cette personnalisation du parcours vous permet de créer une relation unique. Elle est authentique parce qu'elle est humaine. Elle est morale dans le sens où vous partagez les valeurs de votre marque dans cette expérience-là et donc vous créez ces self-brand connection. Et elle est mémorable parce que vos émotions créent cette trace musique. Donc gardez bien cette expérience-là en tête, gardez bien cette théorie-là parce que pour moi, elle est vraiment très intéressante aujourd'hui et c'est clairement ce que nous dit Kevin Roberts. Hein. L'avenir est gagné sur les relations et non sur les transactions. Donc on est vraiment sur cette place de l'humain au cœur de notre expérience client. Merci beaucoup.